Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent dans La Voix est libre. Alors nos élus vont-ils être en perte d'influence avec la réforme territoriale? C'est la question que nous nous posons aujourd'hui dans La Voix est libre. On se retrouve tout de suite après le journal. Bonjour Maxime Meyer, et l'on commence avec la neige qui est tombée ce matin. Oui, bonjour Nicole, bonjour à tous. On commence effectivement ce journal par ces images tournées ce matin dans notre région. Des images toutes blanches, vous le voyez dans les rues de Reims, Troyes ou encore Charleville-Mézières, avec une pellicule de plusieurs centimètres de neige, des jolis paysages, mais aussi pas mal de galères pour les piétons et les automobilistes. Circulation perturbée, tout le monde roulait au pas ce matin. On écoute un habitant des Masures dans les Ardennes, habitué à ces intempéries. Ce matin, balai, pelle, ouais, il y a 10 bons centimètres. Ouais. Mais bon, c'est l'habitude, hein. On s'équipe, on fait un petit coup de trottoir, chacun fait son trottoir et puis on s'organise, quoi. Alors au final, quelques incidents matériels, mais pas de graves accidents à signaler. Météo France a cependant lancé une alerte. Les Ardennes, la Marne et l'Aube ont été placés ce matin en vigilance orange, neige et verglas. Une alerte maintenue au moins jusqu'à 16h cet après-midi. Soyez donc particulièrement vigilants si vous prenez la route. On passe au sport, Maxime, avec du football à suivre en tout début d'après-midi. Oui, dès 14h en Ligue 2, 3 solides leaders du championnat accueillent Sochaux, 5e du classement. Une belle affiche qui se déroulera sur une pelouse qui est en train d'être déneigée. Un match qui a un enjeu important pour les Aubois. En cas de victoire, les Stacks prendraient 9 points d'avance au classement. Une avance très confortable en vue de la montée en Ligue 1. Sport toujours et cette grosse déception hier soir pour le CCRB en Pro A. C'est du basket. Les Marnais se sont inclinés sur leur parquet de Chalon 91-87 face à Boulogne-sur-Mer, pourtant dernier du championnat avant cette rencontre. Une autre compétition à suivre tout au long du week-end, bien au chaud celle-ci, ça se passe à Thilloy près de Reims. Le bowling du parc Millésime reçoit jusqu'à demain les meilleurs joueurs européens de plus de 50 ans, 125 compétiteurs réunis pour un tournoi qui nous rappelle que le bowling est bien un sport. Mathieu Rapez et Philippe Cocampo. 8 kilos à lancer pour les hommes, 7 pour les femmes, jusqu'à 500 tirs en un week-end. Oui, le bowling est un sport. Ça fait travailler le bras, les avant-bras, le dos. Enfin, c'est un sport assez quand même un peu complet, on va dire. C'est les cuisses, même des fois les abdos. On croirait pas au premier abord. Oui, mais sinon, le bowling, c'est assez physique quand même. Mais c'est bien, moi j'aime bien. Physique et technique. Nous voici dans la peau de Fabrice Chalonnet qui nous explique les subtilités de sa discipline. Le bowling est un sport relativement très compliqué. Selon le village qu'il y a sur les pistes, selon le taux hydrométrique, etc., les pistes bougent. Et là, on peut voir également que les pistes ont bougé. Je peux vous dire qu'elles ont bougé depuis tout à l'heure parce que tous les joueurs passent à peu près à la même place. Donc il y a de l'huile qu'on emmène un peu plus loin ou qu'on assèche. Et donc voilà, la boule n'a pas la même réaction. Il faut chercher tout le temps. Ambiance conviviale dans ce tournoi international qui rassemble 125 compétiteurs. Français, allemands, finlandais et surtout britanniques, comme Alan, 72 ans, et toujours la flamme. Le bowling, c'est un sport dans le monde entier. Et comme tous les sports, tout dépend de votre investissement. Si vous ne faites rien, vous n'en tirez rien. Si vous voulez être performant, vous devez vous entraîner, y passer du temps. Moi, ça fait 50 ans que je joue, et je joue toujours. Et tant que j'aurai du plaisir, je continuerai. Pendant les finales demain, les pistes restent ouvertes au public pour se comparer aux spécialistes. Merci beaucoup Maxime et on vous retrouve avec plaisir à 19h pour l'ensemble des informations de la journée. Merci beaucoup. Donc, nos élus vont-ils perdre du pouvoir? C'est la question d'aujourd'hui avec nos invités. Boris Ravignon, maire UMP de Charleville-Mézières et président de la grande agglomération Charleville-Sedan, jusqu'à présent conseiller général d'ailleurs. Nicolas Marandon, donc vous êtes conseiller régional, conseiller municipal, conseiller communautaire à Reims Métropole.
PS, socialiste. Valérie Labarre, Europe Écologie Les Verts, vous êtes conseillère régionale. Et puis Sébastien Durançois, vous êtes conseiller communal et communautaire à Épernay. À mes côtés, Dominique Charton, donc rédacteur en chef de Maginfo et puis également correspondant des Échos. Et vous avez une première question. Oui, une première question à tous les élus, mais aussi d'abord à Monsieur Durançois. Il vous a pas échappé que le 11 janvier dernier, une grande marche républicaine avait regroupé tous les Français qui ont voulu dire leur attachement à la liberté et à la démocratie. Est-ce qu'il vous semble qu'à la veille des élections départementales, l'esprit du 11 janvier souffle encore sur les élus? En d'autres termes, est-ce que pour vous, la manière dont vous avez abordé votre mandat futur a changé par rapport à ce qui aurait pu se passer avant? L'unité nationale, elle n'a duré que ce qu'elle ne devait durer. De toute façon, c'était couru d'avance et beaucoup de politiques l'ont annoncé cette semaine. Maintenant, il faut agir. Le problème, c'est que les choses qu'on a malheureusement vues en ce début d'année, nous avons été les seuls à avertir les différents partis pendant des années et des années. Aujourd'hui, ça leur est tombé dessus. C'était une surprise totale pour eux. Il y a eu cette unité nationale qui était formidable. Seulement, aujourd'hui, il faut agir. Et on ne pourra agir qu'avec des élus qui ont les moyens. Est-ce que vous avez réfléchi justement après ce qui s'est passé, la tuerie notamment, les différentes tueries d'ailleurs qui ont eu lieu, est-ce que vous avez réfléchi au rôle que vous aviez à jouer dans vos communautés? Oui, en ce qui nous concerne, dans vos territoires. À Charleville-Mézières, on a eu une très forte mobilisation au lendemain des attentats, et je crois que ça a d'abord été une volonté de communier ensemble de manière tout à fait laïque, mais face à la violence dont nous avions, qui nous avait touchés tous. Et puis maintenant, effectivement, est venu le temps de l'action. Et c'est pas illogique dans cette période-là, il y ait justement des débats. C'est aussi ça le propre de la démocratie, c'est qu'on puisse débattre des solutions qu'on va mettre en œuvre. Et à Charleville-Mézières, nous avons, par exemple, depuis le lendemain de notre élection, un projet de mise en place d'un réseau de vidéoprotection à travers la ville, qui est quelque chose qui, me semble-t-il, a plus encore d'actualité aujourd'hui qu'il en avait avant. Et donc nous sommes en train d'essayer d'accélérer la mise en œuvre pour l'été prochain, de manière à pouvoir rassurer aussi nos concitoyens qui sont choqués. Alors le terrorisme a frappé la France, mais nos concitoyens, eux, sont confrontés à de la petite délinquance, à de la délinquance de voie publique, à des trafics de drogue, et des choses contre lesquelles il faut lutter. Et les outils que nous allons mettre en place pourront servir aussi plus largement à assurer la sécurité de nos concitoyens. Vous croyez qu'une caméra de vidéosurveillance va empêcher quelqu'un de tirer dans la foule? Eh bien, monsieur, ces gens-là s'en fichent totalement. Moi, je suis le maire de Charleville-Mézières, j'agis au niveau qui est le mien. Je pense aussi qu'il y a d'autres niveaux et d'autres échelons auxquels il faut effectivement agir beaucoup plus efficacement pour le terrorisme international. Je ne suis pas le responsable de la division nationale antiterroriste. Je suis le maire de Charleville-Mézières. La question était sur les attentats qui sont les nôtres. Vous allez avoir un débat qui est en train de dévier du sujet d'origine, puisque la question que vous avez posée, c'était suite aux attentats, et notamment à l'unité nationale, et ce n'était pas les questions de sécurité. La seconde question, c'était comment on réagit sur le terrain. Comment on réagit sur son territoire. Est-ce qu'il y a des responsabilités des élus locaux? Non, mais évidemment, l'unité nationale ne doit pas empêcher le débat. Il n'y aurait rien de pire. On est dans une démocratie, c'est dans les dictatures qu'il n'y a pas de débat. L'unité nationale, par contre, doit nous empêcher, nous amener à un peu plus de responsabilité et d'humilité et à cacher un peu les petites polémiques. Et une des responsabilités des élus locaux, nous là dans les lycées par exemple, au niveau de la région, c'est la question de la citoyenneté, c'est la question de la République. Et je vais prendre un exemple parce que souvent on dévie, ça n'a pas été dit ici par le Front National, mais ça a été vu dans l'actualité. Il y a eu la tuerie de Charlie Hebdo, puis 2 jours plus tard, il y a eu la question de la tuerie de l'hypercacher. Un homme, un terroriste, un barbare, au nom soi-disant d'une religion, est entré à tuer des gens. Il a tué des gens uniquement parce qu'ils étaient juifs. Et en dessous, au sous-sol, un autre homme, de confession musulmane, malien, sans papier, lui a sauvé des gens. Il les a pas sauvés parce qu'il était malien, parce qu'il était sans papier, parce qu'ils étaient juifs. Il les sauvait parce que c'est injuste au sens propre de la définition. Ce sont ces exemples-là qu'il faut mettre en avant. On est plus sur le niveau local, la responsabilité des élus locaux. On est sur le niveau local parce que la responsabilité des élus locaux est la même que la responsabilité des médias. Mais on ne va pas refaire un débat parce qu'il y en a eu pléthore depuis ces événements et je voudrais qu'on reste plus sur C'est ce que nous, dans les lycées, nous allons montrer comme valeur et comme exemple. Justement, je vous propose d'entendre des débats sur la citoyenneté. Je vous propose d'entendre une réponse de la ministre de l'Éducation à une question de Bérengère Poletti, qui est députée des Ardennes. Elle demandait si le collège de Rethel allait rester dans la zone d'éducation prioritaire. Je vous propose d'écouter Najat Vallaud-Belkacem. L'établissement dont vous parlez, le collège de Rethel, je ne dis pas que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes. Je dis qu'en termes de profil sociologique,
il ne va pas aussi mal que les 1089 établissements que nous avons décidé d'intégrer dans la carte de l'éducation prioritaire. Est-ce que cela signifie pour autant que cet établissement disparaît de nos radars? Je l'ai dit 1000 fois et je vous ai répondu, Madame Poletti, non. D'ailleurs, pour les 3 ans qui viennent, les moyens de cet établissement, le niveau d'encadrement, le taux d'encadrement, le nombre d'élèves par classe, la dotation horaire globale confiée au collège en question seront préservés durant les 3 ans. Donc, les élus, les enseignants, les parents demandaient à ce que le collège reste en zone d'éducation prioritaire. Finalement, c'est pas possible. C'est pas des choses qu'il faut revoir. Ça, il faut pas mettre davantage de moyens dans les territoires. Je pense que davantage de moyens sont mis dans les territoires et que c'était l'objet de cette carte de l'éducation prioritaire. Alors évidemment, je l'entends sur Rethel, je l'ai entendu aussi sur un collège à Épernay. Parfois, un établissement en sort. Mais c'est aussi d'autres qui entrent. C'est toujours pareil. Les trains qui arrivent en retard, on les souligne. Ceux qui arrivent à l'heure où on avance, on n'en parle pas. Mais ce qui a été souligné par la ministre, c'est que les moyens vont rester à l'identique pendant 3 ans. Et c'est très important. Mais il ne faut pas oublier, c'est comme la géographie prioritaire des quartiers. Il ne faut pas rester sur des cartes qui seraient obsolètes, qui seraient les cartes des années 70 et des années 80. Il faut mettre aussi à jour notre logiciel dans la politique de la ville et dans la politique éducative. Il y a les établissements scolaires, il y a aussi les quartiers. Les communes ont eu ces dernières années des centaines de millions d'euros qui ont été consacrés à la rénovation des quartiers. On voit bien ce qui s'est passé dans les établissements scolaires. Certains élèves qui n'ont pas voulu s'associer à la minute de silence, qui a un vrai problème dans les quartiers. Qu'est-ce que vous comptez faire, vous, élus locaux, maintenant, considérant cette nouvelle situation dans le travail avec les gens des quartiers sur Avignon? Moi, je crois qu'il ne faut pas tout confondre. La rénovation urbaine, elle apporte des bienfaits extrêmement importants. Elle a été mise en place depuis de nombreuses années. Moi, je peux vous dire qu'un des quartiers de Charleville-Mézières, celui de la Houillère, sur lequel cette rénovation urbaine se termine, a permis de changer et le cadre de vie et la perception que les habitants qui y vivent et ceux qui vivent à l'extérieur ont de ce quartier. Donc, je crois qu'il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. On a besoin de continuer à rénover nos quartiers populaires et par ailleurs de travailler, je crois, à davantage de fraternité dans notre pays. Je crois que c'est un mot qui figure dans notre devise et cette fraternité, elle passe, à mon avis, aussi par la connaissance de nos histoires réciproques. Et donc, à Charleville-Mézières, on est en train de faire que dans les mois qui viennent, on ait des rencontres interculturelles qui nous permettent de mieux nous connaître les uns les autres. Parce que cette méconnaissance qui peut parfois exister alimente la défiance et pour l'immense majorité des gens qui vivent à Charleville-Mézières, ils ont la volonté de vivre pacifiquement les uns avec les autres. Je crois qu'il faut simplement aujourd'hui les aider à vivre cette vie pacifique les uns avec les autres dans une connaissance mutuelle réciproque. Valérie Labarre, est-ce que vous pensez qu'on a raté des choses et est-ce qu'on peut les rattraper ? Oui, je pense qu'on a raté des choses quand même. Il y a toute une partie de la population qui se sent un peu abandonnée. Pas seulement par les politiques, les élus, mais un peu par tous les pouvoirs, un petit peu exclu, un petit peu perdu par rapport à toute la culture commune. Et là, il y a un gros travail à faire. Et donc, ce que disait Nicolas Marandon, c'est vrai que nous, dans les lycées, on propose des interventions d'artistes qui sont extrêmement importantes parce qu'ils vont travailler sur un sujet à partir d'une œuvre d'art et on va arriver à un débat. Il faut tout reprendre à zéro, réapprendre à discuter, à vivre ensemble. C'est tout un boulot. Mais plus petit, au collège aussi, c'est important. Et à l'école primaire et en maternelle, apprendre à discuter, à éviter toutes les pensées paresseuses. C'est la faute à machin, c'est le bouc émissaire si. Essayer de voir comment on peut faire. La défiance aussi des politiques que l'on sent chez les gens. Est-ce que vous vous en sentez responsable ou pas ? Qu'est-ce qu'il faudrait changer dans votre façon d'être ou de façon de faire de la politique ? Valérie Labarre. Moi, j'ai le sentiment qu'on s'y attelle, mais qu'il y a encore vraiment beaucoup de travail. Enfin, pour les gens qui font de la politique depuis longtemps, d'ailleurs, plutôt que les nouveaux, il y a toute une façon de parler, tout un jargon, mais qui est dans tous les corps de métier. Ça fait que quand quelqu'un parle avec je ne sais combien d'acronymes, on n'y comprend rien. C'est pas une pensée qui libère, c'est une pensée qui écrase. Et il faut arriver à écouter Enfin, juste un petit exemple. Je suis allée à l'université populaire d'ATD Carmonde et il y a des bénévoles qui arrivent à faire parler des gens dans une grande misère, qui arrivent à les faire discuter avec les travailleurs sociaux. Et bon, ça a duré
dure un certain temps. Il y a des tas de séances de partage, etc. Mais on sort d'un affrontement systématique entre les travailleurs sociaux et les gens dans la misère. Et en fait, c'est tout le travail qu'il y a à faire, quoi, apprendre à une langue commune. Pour revenir sur votre question sur la défiance des élus, je crois qu'ils l'ont bien mérité. Il y a quand même eu un certain nombre de comportements chez nos élus, je crois qu'il faut quand même aussi le reconnaître, qui sont proprement révoltants pour nos concitoyens. Je crois qu'il y a des choses simples à faire, effectivement, le non-cumul. Je crois que c'est une manière de retrouver de l'authenticité dans l'engagement. Voilà, on travaille sur une mission, on l'a acceptée, on l'a prise et on va jusqu'au bout. On ne cherche pas à cumuler ni les mandats, ni les indemnités. Je crois que c'est aussi quelque chose d'important, montrer qu'on n'est pas là, les élus engagés, pour faire fortune dans cette affaire. À Charleville-Mézières, on a commencé, nous, par diviser par 2 les indemnités versées aux élus, histoire de démontrer à nos concitoyens que notre objectif, c'était de contribuer au rétablissement de la ville, pas de venir chercher une situation. En finir peut-être aussi avec les guéguerres au moment des investitures. Nicolas Marandon, je tourne vers vous. Je pense à Sabrina Galal, on n'aura peut-être pas le temps de l'écouter, mais en tout cas, elle nous a envoyé un tweet ce matin pour nous demander pourquoi il y avait 5 candidats à l'investiture pour les départementales qui n'étaient pas validés. En fait, je pense que les investitures ne sont même pas encore faites parce que vous avez un problème au sein du Parti socialiste marnais. Les investitures ne sont pas encore faites dans la Marne et notamment sur l'agglomération de Reims. Mais je vais vous le dire, justement, par rapport à tout ce qu'on vient de se dire ici, c'est un détail. Vous avez commencé en nous parlant de politique de la ville. Parlons de politique de la ville, parlons de ces phénomènes de ségrégation sociale et au regard de l'emploi dans les quartiers. Parlons ici, nous avons des représentants de la Haute-Marne, des Ardennes, de la Marne, nous n'avons personne de la Haute-Marne. Parlons des territoires. Alors, toutes ces polémiques qui émaillent quand même les petites polémiques internes, les petites polémiques internes du Parti socialiste comme de l'UMP, comme du FN, mais tout le monde s'en contrefiche. Vos téléspectateurs s'en contrefichent. Et moi, je n'entrerai pas là-dedans. Je n'en ai pas parlé dans l'émission. Je refuse d'en parler dans l'Union, sur France 3. Vous m'avez déjà interrogé là-dessus, parce que ce n'est pas le cœur du problème. Il faut reprendre qu'est-ce qui a marché dans la politique de rénovation urbaine de Jean-Louis Borloo à Patrick Caner. Qu'est-ce qui a marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ce qui n'a pas marché, c'est peut-être aussi le dialogue avec les habitants, c'est peut-être le dialogue avec les associations. C'est ça qui intéresse les gens. On a eu un autre tweet, décidément, le PS était très actif, un autre tweet de Wilfried Vigneski, qui est candidat pour mener la liste PS au régional, sauf qu'il y a déjà un candidat concurrent qui serait Jean-Pierre Masseret. Non, mais il y a des... PS lui aussi est le candidat... le président actuel de la région Lorraine. Oui, bien sûr, le Parti socialiste a une procédure démocratique qui est ouverte. Les militants voteront le 5 février. Il y a plusieurs candidatures. La candidature d'un président de région sortant, Masseret, qui est quelqu'un de connu, qui a un bilan pour lui. La candidature d'un militant, c'est ouvert et ça prouve que c'est ouvert. Wilfried Vigneski travaille dans un lycée. Il connaît aussi les territoires, c'est ça la beauté de la démocratie. J'avais envie de dire à l'unisson des gens dans les établissements scolaires, en gros, les élus de proximité peuvent mieux faire. Je crois que les gens attendent ce progrès. Merci Dominique pour cette conclusion. Donc c'est la fin de cette émission qui est à retrouver sur notre site internet france3champagne-ardenne.fr. La semaine prochaine, il sera question du parc national Champagne-Bourgogne autour de Vincent Tollet. Merci à tous de votre fidélité et bonne journée sur France 3.